Salut tout le monde. Ce soir, nous descendons lentement le Nil à bord d'une barque en bois de tamaris. L'eau clapote doucement contre les flancs, des roseaux s'agitent dans le vent chaud, et quelque part, un ibis s'envole dans la lumière dorée du crépuscule. Mais ce n'est pas pour parler d'oiseaux qu'on est là. Ce soir, vous vous enfoncez dans les draps rêches, mais parfumés d'un monde disparu, où l'amour, le corps et le désir se déclinaient à la fois sous le regard des dieux, et celui d'un voisin beaucoup trop curieux. Oui, on va parler sexe, mais version pharaonique. Et spoiler, si vous débarquez avec vos standards Tinder ou vos idées romantiques façon Cléopâtre sur un divan, vous n'allez probablement pas survivre à ce voyage. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et pendant qu'on y est, indiquez en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. On adore vous lire. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes allongé poinze sur un matelas de lin, dans une maison d'argile cuite. Une brise passe à travers les stores de roseaux. Il fait chaud, la peau colle un peu. Dans cette Égypte de jadis, le corps n'est pas péché. Il est un outil, une offrande, un mystère sacré. Et pour qui sait regarder, la moindre fresque, le moindre vase raconte déjà 1000 petites histoires d'amour ou de jambes en l'air. Car l'art égyptien n'a jamais vraiment censuré le désir. Oh, il l'a stylisé, bien sûr. Mais entre les bras d'Isis enserrant le tronc d'Osiris et les danseuses de banquet aux robes transparentes, il flotte toujours une odeur d'encens, de sueur et de regard en coin. Vous marchez à travers les allées du musée du Caire, et soudain, un papyrus vous fait froncer les sourcils. Il montre un homme debout sur un tabouret, une femme penchée, des positions acrobatiques. Ce n'est pas un graffiti moderne, c'est le papyrus érotique de Turin, un objet unique datant probablement du Nouvel Empire où les dieux sont absents, mais les fantasmes bien présents. 12 vignettes, 12 scènes de sexe très explicites, souvent burlesques, et un détail qui change tout, les hommes sont vieux et difformes, les femmes très jeunes et belles. Mais à part ce cas unique, l'Égypte ancienne est plus allusive. Le lotus qui s'ouvre, le poisson qui glisse, les fruits que l'on pèle lentement, tout est métaphore. Vous vous souvenez de la fameuse crème solaire à base de crottes de crocodile? Eh bien, parfois, les mêmes ingrédients servaient à d'autres usages, moins dermatologiques, disons. Car les Égyptiens ne séparaient pas le plaisir de la magie, ni l'amour du cosmique. Le sexe était un prolongement du divin. Après tout, si le monde lui-même est né d'un dieu qui s'est masturbé dans l'eau primordiale, ce que prétend le mythe d'Atoum, alors à quoi bon rougir? Ce soir-là, vous assistez à un banquet. Les invités sont parés de colliers d'ivoire et de perruques luisantes d'huile. Les femmes sont vêtues de lin transparent, les hommes d'une simple ceinture de tissu blanc. Entre deux morceaux de canard rôti, on murmure des vers amoureux. On se lance des regards. La musique est lente, sensuelle. Un esclave verse du vin de date dans des coupes en albâtre. La nuit promet. Ce qu'on sait aujourd'hui de la vie amoureuse des Égyptiens, c'est grâce à des indices éparpillés, des lettres, des poèmes, des prescriptions médicales. Et surtout, beaucoup d'images. Le sexe n'était pas seulement toléré, il était vu comme source de vie, de santé, d'équilibre cosmique. Il aidait à l'âme à traverser le monde des morts. Il scellait les unions. Il consolait les vivants. Mais paradoxalement, on en parlait peu de manière directe. Aucun manuel, aucun texte didactique n'existe. C'est à vous, en spectateur-traducteur du XXIe siècle, de relier les points entre un fragment de stèle ici, une statuette là. Et attention à ne pas trop projeter vos fantasmes modernes. Par exemple, les Égyptiens se rasaient entièrement le corps, pas pour séduire, mais par hygiène et symbolisme de pureté. Du coup, leur sexy n'est pas toujours le vôtre. Un jour,
un jeune scribe tombe amoureux de la fille du boulanger. Il lui écrit un poème gravé sur une jarre. Ton parfum me submerge comme un champ de lotus au matin. C'est mignon. Mais ensuite, il lui promet des offrandes de figues sèches et des baisers plus sucrés que la bière. Voilà. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et vous, dans votre maison de rêve, au bord du Nil, avec les moustiques qui bourdonnent paresseusement et les palmiers qui grincent dans le vent, à quoi ressemblerait votre nuit d'amour, version Égypte antique? Vous ouvrez les yeux, quelque part entre les colonnes d'un temple de Karnak et les rumeurs d'un marché de Thèbes. L'air sent la myrrhe, la sueur et la farine chaude. Mais ce qui flotte vraiment autour de vous ce matin-là, c'est une ambiance de scandale mythologique. Parce qu'avant de comprendre ce que les Égyptiens pensaient du sexe entre humains, il faut jeter un œil à ce que faisaient leurs dieux. Et disons-le franchement, les dieux égyptiens avaient la libido plus instable qu'un scarabée sur le dos. Prenez Atum, pour commencer. Premier dieu, premier geste créatif, il s'auto-féconde en se masturbant debout sur un tertre sacré. L'univers jaillit littéralement d'un moment solitaire. C'est élégant, non? Et si vous croyez qu'on peut difficilement aller plus loin, bienvenue dans la mythologie égyptienne où les unions incestueuses entre frères et sœurs divins sont monnaie courante, tout comme les disputes conjugales divines qui finissent en guerre cosmique. Rappelez-vous Osiris et Isis. Frères et sœurs, ils forment le couple fondateur du Panthéon. Isis ressuscite Osiris après qu'il a été démembré par leur frère jaloux, Seth, et pour ne pas perdre de temps, elle recolle tous ses morceaux, sauf un, le pénis, avalé par un poisson du Nil. Pas de panique, elle façonne un phallus en or et conçoit Horus dans un élan d'amour surnaturel. Voilà, pas de consentement signé, pas de dîner romantique, juste une déesse en deuil, un membre manquant et une grossesse divine express. Et si l'on parle de tentatives risquées, que dire du dieu Geb, personnification de la terre, souvent représenté couché, le membre viril en érection, tendu vers sa sœur Nout, la voûte céleste, séparée de lui par l'air divin, Chou? Une tragédie cosmique très érotique où le ciel et la terre s'aiment sans jamais pouvoir se toucher. Si ça ce n'est pas de la frustration divine, vous ne savez pas ce que c'est. Mais le plus croustillant, ce sont les anecdotes que personne ne met en vitrine, comme ce texte funéraire décrivant le dieu Seth tentant de violer Horus pour asseoir son autorité. Horus piège Seth avec un peu de stratégie et un bol de lait. Sans entrer dans les détails, disons que le sperme divin finit analysé par les dieux eux-mêmes dans un tribunal cosmique. Oui, c'est à la fois judiciaire, sexuel et surnaturel, et probablement la première histoire de justice sexuelle mythologique au monde. Les dieux égyptiens ne sont ni chastes ni distants. Ils aiment, ils désirent, ils trahissent. Et ce faisant, ils offrent aux humains une sorte de modèle extrême, à la fois sacré et burlesque, de ce que l'amour peut être. Pas étonnant alors que les Égyptiens aient vu dans l'acte sexuel quelque chose de puissant, de potentiellement magique et toujours lié aux forces cosmiques. Vous traînez maintenant dans la cour d'un temple de Luxor. Un prêtre vous explique que certaines fêtes religieuses donnaient lieu à des processions érotiques, notamment la fête de la Belle Sortie, pendant laquelle les statues des dieux étaient sorties de leur sanctuaire, accompagnées de chants, de vin et, parfois, de comportements franchement débridés parmi les fidèles. Car dans certaines occasions, relâcher le contrôle, c'était honorer le chaos créateur. Il est tentant de voir dans cette mythologie surchauffée une simple projection d'une humanité en quête de justification. Mais attention, tout n'est pas permis pour autant. Les dieux peuvent, eux, se livrer à ces unions incestueuses, à ces violences sexuelles symboliques, mais les humains, eux, doivent suivre des règles. Et ces règles, vous les sentez poindre à l'horizon, comme un fonctionnaire du fisc déguisé en scribe. Dans une tombe du Nouvel Empire, on trouve une peinture représentant une jeune femme jouant de la harpe, nue, coiffée d'un cône de graisse parfumée qui fond lentement sur sa perruque. À côté,
Un homme la regarde, probablement un prêtre. La scène est étrange, un peu suggestive, un peu solennelle. Est-ce une allégorie? Un souvenir amoureux? Une scène rituelle? Les archéologues ne savent pas. Vous vous dites que ça ressemble à une soirée qui dérape, mais ne croyez pas que tout était érotisme débridé. La mythologie égyptienne vous offre aussi des leçons de prudence, des dieux punis pour leur arrogance amoureuse, des amantes transformées en scorpions, des malédictions lancées à ceux qui regardent trop longtemps une femme mariée. Même dans les cieux, la drague avait ses risques. Et au fond, c'est peut-être ça, le message le plus antique et le plus moderne à la fois. Le sexe est un pouvoir, et tout pouvoir a son prix. Vous quittez le temple, les pieds pleins de poussière, mais la tête remplie d'images que vous n'oserez jamais raconter à votre grand-mère. Et c'est très bien comme ça. Vous êtes maintenant installé dans une maison en briques crues, dans un quartier animé de Memphis. Les cris des vendeurs de bière d'orge s'estompent doucement, et vous entendez au loin le rythme lent des meules à grains. Tout semble paisible, sauf votre voisin, qui s'engueule copieusement avec l'une de ses 3 épouses. Et vous vous demandez, mais au fond, à quoi ressemblait l'amour conjugal chez les Égyptiens? Oubliez la monogamie romantique. L'Égypte ancienne avait une approche beaucoup plus souple et parfois franchement pragmatique des relations amoureuses. Commençons par un fait simple mais crucial. Le mariage n'était pas un sacrement religieux. Aucun prêtre, aucun temple, aucun échange de vœux en grande pompe. Se marier, c'était avant tout vivre ensemble. Vous déménagiez chez votre partenaire, partagiez le pain et le linge et hop, la communauté vous considérait comme marié. C'est ce qu'on appelle l'union de fait, version papyrus et lin grossier. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout était laissé au hasard. Les couples aisés, en particulier, rédigeaient des contrats de mariage très détaillés. Ces documents fixaient des clauses précises, montant de la dot, droit de propriété, conséquences en cas de séparation, pension versée en cas de divorce, etc. Oui, vous avez bien entendu, les Égyptiens avaient inventé le prénup il y a plus de 3000 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la femme n'était pas toujours la partie la plus désavantagée. Elle pouvait posséder des biens, gérer des terres et même divorcer de son propre chef. Les tribunaux entendaient régulièrement des plaintes de femmes qui accusaient leur mari de paresse, de violence ou, tenez-vous bien, d'insuffisance sexuelle. Il n'est plus capable de me satisfaire, figure textuellement dans certaines dépositions. La barre est haute. Cela dit, la réalité restait inégalitaire. Les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes, officiellement ou non, tandis que l'inverse n'était pas admis. Les reines avaient parfois des compagnons discrets, mais jamais de harem masculin officiel. Vous imaginez la tête des scribes devant un tel projet? Dans les faits, la polygamie était rare parmi les gens du peuple. Trop coûteuse, trop compliquée. Mais les élites, elles, en faisaient parfois un sport de compétition. Les pharaons avaient plusieurs épouses, des concubines à foison et un harem bien organisé, sorte de micro-société féminine semi-autonome, avec hiérarchie, rivalité et beaucoup de parfums de lotus pour masquer les tensions. Et justement, vous êtes invité ce soir dans l'une de ces maisons où cohabitent plusieurs épouses. L'une tresse les cheveux d'une autre, une troisième prépare une infusion contraceptive à base de dattes et de miel. L'ambiance est tendue, mais polie. Vous comprenez vite que les mariages multiples n'avaient rien d'idyllique et que la jalousie, les petits coups bas et les soupirs mélancoliques faisaient aussi partie du quotidien. Mais il ne faut pas non plus tout peindre en noir. Les textes nous parlent aussi de couples sincèrement amoureux, de lettres passionnées échangées entre époux séparés, de gestes tendres gravés sur les murs des tombes. Vous passez un doigt sur une stèle où un homme, nommé Nebamon, est représenté assis avec sa femme, qui pose tendrement un bras sur son épaule. Pas de sexe ici, juste une complicité tranquille, éternisée dans la pierre. Autre indice touchant,
certains couples étaient enterrés ensemble, dans des tombes doubles, parfois même enlacées. Les Égyptiens croyaient que l'amour pouvait continuer au-delà de la mort, à condition que les deux partenaires soient représentés correctement dans les rituels funéraires. Et comme vous le savez déjà, dans cette civilisation, être bien représenté, c'était survivre à jamais. Un papyrus judiciaire raconte le cas d'un homme qui, déjà marié, promet à une autre femme qu'il l'épousera, mais ne le fait jamais. Elle la signe en justice pour promesse mensongère et gagne. Comme quoi, les ghosters existaient déjà à l'époque, mais eux finissaient au tribunal. Au milieu de cette complexité, un petit détail cocasse. Certains contrats mentionnent explicitement que le mari doit fournir à son épouse du linge propre, de la nourriture et des moments de plaisir. Rien que ça. Et comme toujours, les détails logistiques trahissent les véritables priorités humaines. Tu veux me garder? Commence par me laver mes robes et me masser les pieds, et vous, là, dans votre petit lit au bord du Nil, entouré de palmiers et d'insectes discrets, vous vous demandez sans doute quel genre de contrat votre vie amoureuse mériterait. Un parchemin plein de clauses ou juste une poignée de dates partagées au crépuscule. À chacun son Égypte. Vous vous êtes réveillé? Tôt ce matin-là, dans la fraîcheur relative de votre maison de briques crues, l'odeur du pain d'orge flottant encore dans l'air. Une enfant passe devant la porte en chantant un refrain répétitif, presque hypnotique. Vous tendez l'oreille, ce n'est pas une comptine. C'est un avertissement discret, transmis de mère en fille, sur ce que les garçons veulent vraiment au bord du puits. Car ce matin, vous partez à la recherche de l'éducation sexuelle dans l'Égypte antique. Et vous allez voir, spoiler, il n'y a ni cours de SVT, ni fleurs et abeilles, expliquées maladroitement autour d'un bol de figues. Il n'existe, à ce jour, aucun manuel d'éducation sexuelle égyptien. Pas de rouleau pédagogique, pas de scribe expliquant les positions du papyrus de Turin en classe. Pourtant, les Égyptiens faisaient l'amour, se mariaient jeunes et avaient des enfants à tour de bras. Alors comment les jeunes apprenaient-ils quoi faire ou ne pas faire? D'abord, il faut comprendre qu'en Égypte ancienne, la pudeur verbale cohabitait avec une nudité omniprésente. Les enfants jouaient nus, les serviteurs travaillaient torse nu, et même les fresques des tombeaux ne se gênaient pas pour représenter des corps réalistes, parfois très détaillés. Le corps n'était pas honteux, mais en parler, c'était autre chose. Les enfants grandissaient dans une culture de l'observation et de l'imitation. Ils voyaient, entendaient, devinaient. Les femmes se murmuraient des secrets pendant qu'elles pilaient le grain. Les hommes échangeaient des plaisanteries salées au chantier. On écoutait les chansons des servantes, souvent pleines de sous-entendus. Et petit à petit, les jeunes comprenaient le sens caché derrière les mots. Vous vous promenez dans un village en torchis, un jeune garçon court après une fille en criant « Je te volerai ta perle et je cacherai la mienne ». Les adultes rient doucement, sans intervenir. Il y a quelque chose de rituelique dans ces jeux, comme un théâtre codé du désir en formation. Parfois, la transmission était plus directe. Certains papyrus médicaux destinés aux femmes contiennent des recettes étonnantes, non seulement pour soigner les douleurs, mais aussi pour augmenter la chaleur de la vulve ou adoucir l'entrée du canal. Qui écrivait ça? Des sages-femmes, des guérisseurs, des mères très informées. Et les garçons, eux, ils n'étaient pas plus guidés. À part quelques conseils cachés dans les instructions de Ptahhotep, rien ne semble directement aborder le sujet, sauf peut-être une phrase mémorable. Ne mange pas le pain de celui qui te regarde comme un frère, mais convoite ta sœur dans le silence. On a vu plus clair, non? Vous rencontrez un vieux scribe, assis sous un acacia. Il vous parle des récits à ne pas lire à voix haute, des rouleaux qu'on cache derrière les dieux officiels, des histoires de servantes qui séduisent des marchands, de femmes qui transforment les scarabées en filtres amoureux. Vous comprenez alors que l'éducation passait aussi par la fiction, les allégories, les images. Pas besoin de dire les choses frontalement quand tout le monde connaît le code.
Et ce code, il est aussi corporel. Vous observez une jeune femme apprendre à danser. Chaque mouvement est souple, ondulant, mais pas innocent. Le bassin décrit de petits cercles. Les bras caressent l'air. C'est une chorégraphie du désir. Pas explicite, mais comprise. Dans un papyrus fragmentaire, une femme s'adresse à sa fille à propos du mariage. « Il prendra ton cœur si tu lui offres tes doigts. » Est-ce une métaphore pour la bague? Une allusion charnelle? Personne ne sait. Peut-être même que l'ambiguïté était volontaire, comme dans tous les bons conseils de grand-mère. Et puis, il y avait les rites. À la puberté, certains jeunes participaient à des cérémonies, parfois symboliques, parfois physiques, pour marquer le passage à l'âge adulte. On leur donnait du col, des parfums, parfois même un nom nouveau. Un peu comme si la sexualité naissait dans le regard des autres et dans le parfum qu'on dégageait. Dans les zones rurales, les grands-mères racontaient aussi des contes à double lecture sur des crocodiles qui draguent des grenouilles ou des palmiers qui cherchent l'arbre parfait pour croiser leurs racines. Et les enfants riaient sans tout comprendre. Mais le jour venu, ils se souvenaient. Et vous, dans votre lit, vous vous dites qu'en 2025, malgré toutes les applications, les manuels illustrés et les podcasts Feel Good, on en revient toujours à la même chose. Apprendre par le regard, le rire, les maladresses. Comme un scribe qui apprend à tracer son premier papyrus d'amour sans dépasser les marges. Ce soir, l'air est lourd. Vous êtes allongé sur une natte en jonc, les sons du Nil assourdis par la chaleur. Et malgré le bruissement des feuilles et le clapotis régulier de l'eau, une question vous trotte dans la tête. Que savait-on vraiment du désir féminin dans l'Égypte ancienne? Était-il ignoré, réprimé, célébré? Spoiler, c'est compliqué. Mais préparez-vous, vous allez croiser des femmes qui chantent leur plaisir, qui déposent des sorts d'amour et d'autres qui s'enfuient sous les étoiles pour échapper aux règles du jeu. Commençons par un poème. Gravé sur un ostracon, un éclat de poterie retrouvé à Deir el-Médine. Une jeune femme y murmure « Mon cœur brûle quand il passe. Je suis la maison, il est la clé. » Ce n'est pas un haïku moderne, c'est une trace du désir féminin, exprimé avec audace et métaphore. Et ce n'est pas un cas isolé. Les Égyptiens adoraient les chants d'amour, souvent rédigés du point de vue féminin. Ils y décrivent l'impatience, la tension, la soif de l'autre. Une jeune fille y compare son désir à une grenade éclatée. Une autre supplie les oiseaux de la rivière de porter ses soupirs. C'est beau, c'est cru, c'est ancien. Et oui, c'est très direct, malgré le langage codé. Mais attention, tout n'était pas aussi poétique. Dans la société égyptienne, la femme devait garder une certaine réserve publique. Le plaisir, il était accepté, mais discret. On ne parlait pas ouvertement de jouissance, mais de joie du cœur, de chaleur dans le ventre. Les scribes savaient manier la périphrase avec art. Les femmes pouvaient posséder des terres, divorcer, gérer un commerce, mais leur sexualité, elle, était plus surveillée. En particulier pour les jeunes filles non mariées. Les vierges avaient une valeur symbolique et sociale forte. Et la virginité n'était pas vraiment vérifiable, mais hautement exigée. Ironique, non? Un papyrus médical conseille ainsi. Si la jeune fille est trop agitée, baigne-la avec des feuilles de lotus et fais-la respirer de l'encens de myrrhe. Traduction libre. Si elle a trop d'envie, calme-la avec du spa aromatique. Voilà une version très zen du contrôle social. Un soir, vous assistez à une cérémonie de fertilité au bord du delta. Des femmes dansent autour d'un feu, frappent des tambourins, invoquent Hathor, déesse de l'amour, du vin et des caresses. L'atmosphère est électrique. Une jeune danseuse vous croise du regard. Elle ne vous invite pas, elle vous défie. Son corps parle avant elle. Et vous comprenez, ici, le désir féminin n'est pas un tabou. C'est une énergie, une puissance, presque une arme. Plus loin,
Dans un papyrus magique, une femme demande à Isis de lier les jambes de son amant, qu'il ne puisse s'éloigner d'elle, même une nuit. Une prière d'amour? Un sort de contrôle affectif? Un peu des deux, car le plaisir n'est jamais totalement séparé du pouvoir, et parfois les deux explosent. L'histoire d'Ankhésénamon, veuve de Toutankhamon, en est un exemple fascinant. Après la mort de son jeune époux, elle tente désespérément d'épouser un prince étranger pour échapper aux ambitions d'un général local. Une reine, veuve, autonome, mais sans droit de choisir son propre lit. Son histoire finit mal, bien sûr, mais son geste reste. Une femme qui tente de reprendre le contrôle de son désir dans un monde de décisions masculines. Et puis, il y a ces objets silencieux. Une statuette de servante nue offerte dans une tombe. Une amulette en forme de figue ouverte. Une bague gravée d'un scorpion, symbole de désir dangereux. Autant de messages codés, glissés dans l'éternité. Vous terminez la soirée dans une chambre éclairée à la lampe à huile. Une femme vous tend une fiole de parfum. Elle vous apprend que certains mélanges, cannelle, sésame, cyprès, réchauffaient non seulement l'air, mais aussi l'ambiance sous les draps. Elle sourit. Elle sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas une courtisane, juste une femme qui connaît ses moyens, son corps et ses envies. Et vous, là, emmitouflé, dans vos draps modernes, vous vous demandez si cette époque révolue ne comprenait pas déjà ce que le 21e siècle redécouvre à peine. Le plaisir féminin ne se donne pas. Il se négocie, il s'apprend et il se chante. Ce soir, vous flânez dans les ruelles parfumées d'une ville thébaine à la lueur des torches. Des sons de sitar et de flûte s'échappent d'une maison basse, discrètement dissimulée derrière un rideau de roseaux tressés. Une femme au col prononcé vous jette un regard en coin. Bienvenue dans le monde ambigu et fascinant des prostituées, prêtresses et maisons du plaisir en Égypte ancienne. D'abord, une mise au point. Le mot prostitution n'existait pas vraiment dans la langue égyptienne. Ou du moins, pas comme on l'entend aujourd'hui. Il n'y avait pas de législation punitive ou d'interdiction générale. En revanche, il existait un éventail très nuancé de figures féminines liées au plaisir, à la sensualité et à la séduction tarifée ou sacrée. Prenons les femmes du chant ou chanteuses d'Hathor. Elles officiaient dans les temples et les cérémonies religieuses, dansant, chantant, parfois nues, parfumées, portant des sistres pour invoquer les esprits. Leur rôle, apaiser les vivants et séduire les dieux. Certaines avaient des fonctions purement rituelles. D'autres, disons, élargissaient leur champ d'activité une fois la cérémonie terminée. Vous vous souvenez de la déesse Hathor, celle du vin, de la musique et de l'amour charnel? Eh bien, beaucoup de maisons consacrées à son culte étaient aussi des lieux de détente, d'onction, de confidence intime et parfois de plaisir partagé. Le tout enveloppé de parfums sucrés, de chants sensuels et d'un sens très raffiné du geste. Un papyrus retrouvé à Hermopolis mentionne un homme qui a payé 2 mesures de bière et une jarre de parfum pour passer la nuit dans la maison des parfums. Est-ce un hôtel? Un salon de massage? Un lupanar version antique? Les historiens se disputent encore pour savoir si ces lieux étaient explicitement sexuels ou simplement des espaces sociaux où le plaisir était une option. Lucrative. Mais toutes les femmes présentes dans ces maisons n'étaient pas là volontairement. Certaines, orphelines, esclaves ou jeunes filles vendues par nécessité, se retrouvaient prises dans une économie du corps où les choix étaient aussi conditionnés que les offrandes au temple. L'Égypte antique, aussi fascinante soit-elle, n'était pas une utopie égalitaire. Vous observez une scène. Un homme offre un collier de turquoise à une jeune femme en échange d'un moment de réconfort. Pas de honte, pas de secret, juste une transaction apparemment douce. Mais sous le lin fin, il y a aussi de la résignation, parfois du calcul. Car dans cette société où le plaisir était divinisé, il pouvait aussi être instrumentalisé.
Et ce n'étaient pas toujours les hommes qui payaient. Un papyrus humoristique évoque une femme fortunée qui loue un jeune porteur d'eau à la croupe ferme comme un taureau de fête. Vous souriez. Vous imaginez ce jeune homme, pas très sûr de ce qu'il fait là, mais ravi de ses jarres bien remplies. Mais la figure la plus étrange que vous croisez ce soir, c'est celle de la courtisane savante, formée à l'art de la conversation, de la poésie, du parfum et de la médecine intime. Une sorte de geisha nilotique. Elle connaît les points sensibles du corps, les mélanges qui réveillent les sens, les mots qui désarment. On dit qu'elles offraient des recettes de bonheur aussi bien que des moments de plaisir. Certains clients revenaient pour parler d'astronomie. Un papyrus médical recommande d'ailleurs à ces femmes de porter des amulettes protectrices contre les attaches d'âme, dit-on, car apparemment le problème n'était pas tant le désir que les sentiments collants après la transaction. Vous voyez, rien n'a changé. Dans une lettre privée, un homme se plaint que la femme aux 4 encens lui a promis l'amour éternel, mais a disparu après 3 jours. Il ajoute, amer, qu'il n'a même pas récupéré son coussin préféré. Les cœurs brisés existaient déjà, et ils étaient souvent très polis. Les historiens s'interrogent encore sur l'existence de véritables maisons closes organisées. Certains indices laissent penser que certaines tavernes proposaient aussi des chambres discrètes. Mais il est difficile de distinguer le commerce du plaisir du simple partage social, car dans la société égyptienne, le sexe n'était pas nécessairement caché. Il pouvait être assumé tant qu'il restait dans les limites de la décence rituelle ou sociale. Et vous, là, à la lumière de votre veilleuse moderne, vous vous demandez s'il existait une version antique de l'amour tarifé, mais tendre. Une caresse payée, mais sincère. Une histoire courte, mais sans mensonge. Car même au cœur des maisons du plaisir, entre les chants, les huiles parfumées et les regards volés, il pouvait y avoir, parfois, une minute de vérité. Le parfum est partout ce soir. Une brise tiède fait onduler les tentures d'une maison de classe moyenne à Thèbes, et vous suivez, dans l'ombre, une jeune femme qui écrase lentement des pétales de lotus bleu dans un mortier de calcite. Elle y ajoute quelques gouttes d'huile de ricin, un soupçon de cannelle et un ingrédient que vous n'identifiez pas tout de suite. Elle murmure une formule, puis verse le tout dans une fiole d'albâtre. Ce n'est pas un soin pour la peau, c'est un filtre de désir. Et ce soir, vous explorez le lien étrange et sensuel entre érotisme, parfum et cycle lunaire dans l'Égypte ancienne. Oui, vous avez bien lu. Car dans cette civilisation fascinante, le corps ne fonctionnait pas seul. Il dansait avec les étoiles, vibrait avec la lune et respirait des senteurs lourdes comme des souvenirs. Commençons par un détail olfactif. Les Égyptiens se parfumaient énormément, pas uniquement pour cacher l'odeur corporelle, qu'ils traitaient déjà très efficacement avec des bains réguliers et des décoctions de natron, mais pour attirer, séduire, ensorceler. Les parfums étaient des armes douces. On en enduisait les cheveux, les poignets, les draps et même certaines parties beaucoup plus confidentielles. Une tablette d'argile fait mention d'un parfum appelé « plaisir de la nuit », à base de myrrhe, d'huile de lin, de pistachier et d'un ingrédient mystérieux simplement désigné comme « résine du soir ». Vous froncez les sourcils. Certains pensent qu'il s'agissait d'un mélange aphrodisiaque utilisé dans des rites de séduction nocturne. D'autres y voient une simple marque commerciale très bien nommée, comme quoi le marketing existait déjà au Nouvel Empire. Et les cycles lunaires? Oh, vous ne perdez rien pour attendre. L'Égypte ancienne vivait au rythme des phases de la lune, pour tout, agriculture, menstruation, prière et sexualité. Une femme avertie savait que certaines nuits, en particulier celles autour de la pleine lune, étaient plus propices à concevoir ou à faire des rêves fiévreux, comme le dit un papyrus médical. Vous êtes allongé dans la cour d'une maison, sous le ciel clair. Une vieille guérisseuse explique à une jeune fille qu'un bain d'infusion de fleurs, combiné à un chant dédié à Hathor, ouvre les portes du plaisir intérieur. Elle ne parle pas de conception.
elle parle de désir, et cette distinction, étonnante pour l'époque, montre que les Égyptiens ne voyaient pas toujours la sexualité comme un devoir reproductif, mais aussi comme un art, un équilibre, un bien-être. Un papyrus conservé à Londres évoque même des jours d'échauffement du cœur, pendant lesquels il est recommandé d'éviter les affaires sérieuses, mais conseillé d'approcher doucement le lit de celle que l'on aime. Vous sentez la poésie? Vous sentez aussi la subtilité d'un monde qui liait la température du ciel à celle du sang. Vous entrez maintenant dans une petite pièce. Sur les étagères, des fioles alignées. Huile de lotus, musc animal, résine de cyprès, cèdre d'Éthiopie, poudre de coquillage rose. Chaque senteur a une fonction. Attirer, apaiser, éveiller, réchauffer. C'est une pharmacie sensuelle, une sorte d'alchimie de la peau. Et certains mélanges sont gardés secrets, transmis de femme en femme, parfois glissés discrètement dans les cheveux avant un rendez-vous amoureux. Dans un texte retrouvé à Edfou, un homme écrit à sa bien-aimée. « Je t'ai reconnu de loin, non à ta voix, mais à ton odeur, plus douce que le miel en été. » Vous vous dites que c'est un peu ringard, puis vous réalisez qu'on dirait un SMS envoyé depuis l'au-delà. Mais attention, tous les parfums ne servaient pas à séduire. Certains éloignaient. Un encens à base d'ail et de cendre était censé dissuader les avances non désirées. On en frottait le seuil de sa porte. Une façon passive-agressive de dire « pas ce soir ». Et parfois, les parfums et les cycles se combinaient. Un rituel décrit dans un fragment de papyrus suggère de s'endormir nu, la peau couverte d'huile de figue, sous une pleine lune, pour attirer la chaleur du ciel dans le ventre. Est-ce de la magie? De la méditation? De l'auto-érotisme mystique? C'est tout ça à la fois. Et franchement, vous avez envie d'essayer. Pas ce soir. Dormez d'abord. Et vous, là, lové sous vos draps, une petite brise fraîche sur les orteils, vous pensez peut-être que tout ça n'était que superstition. Mais quand vous passez devant quelqu'un qui sent bon et que votre cœur bat un peu plus vite, vous n'êtes pas si loin du Nil. Vous marchez ce soir dans les galeries souterraines d'une tombe inachevée, torche à la main. Sur les murs, des fresques à moitié effacées montrent des hommes qui se tiennent par la main, s'embrassent peut-être, ou peut-être pas. Les détails sont ambigus, les lignes effacées. Et c'est justement là que commence votre enquête. L'homosexualité dans l'Égypte ancienne, réelle, rêvée ou simplement ignorée. L'un des plus célèbres couples de même sexe de toute l'Antiquité vient d'Égypte. Vous avancez dans la nécropole de Saqqara jusqu'à la tombe de deux hommes appelés Nianchkhnum et Khnumhotep, serviteurs de haut rang sous la 5e dynastie. Leur mastaba, une sorte de tombe-maison en pierre, les montre dans des poses habituellement réservées aux couples hétérosexuels. Face à face, nez contre nez, bras enlacés, entourés d'enfants. Certains y voient de la preuve d'une relation amoureuse. D'autres suggèrent qu'ils étaient frères, voire jumeaux, et que cette intimité n'était pas sexuelle, mais familiale. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette tombe représente un rare témoignage d'amour homosexuel accepté ou une simple marque d'affection fraternelle, exagérément démonstrative. Mais vous, face à la tendresse de leurs gestes, vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'il y avait là plus qu'une simple complicité de collègues. Et vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chercheurs modernes plaident pour une lecture queer de cette iconographie. En tout cas, la question reste ouverte et envoûtante. Certains textes magiques ou insultes judiciaires utilisent l'accusation d'actes passifs comme manière de rabaisser un adversaire. Par exemple, un homme est traité de « celui qui laisse les autres l'ouvrir comme un vase d'huile ». Charmant, n'est-ce pas? Cette tournure pourrait suggérer que si l'homosexualité active était tolérée, la passivité sexuelle chez un homme adulte était stigmatisée. Vous rencontrez un vieil archiviste qui vous parle d'un papyrus fragmentaire où un prêtre rêve d'un autre homme à la taille douce comme celle d'une femme sous les dattiers. Le ton est tendre, presque lyrique. Est-ce de la poésie homoérotique?
ou une image codée d'une admiration platonique? Encore une fois, le flou règne. Et les femmes, alors? Là encore, peu de traces explicites, mais quelques stèles, quelques amulettes laissent entrevoir des alliances très intimes entre prêtresses ou entre musiciennes de temple. Une statuette de deux femmes nues, assises l'une sur l'autre, est parfois interprétée comme une représentation érotique ou comme une simple scène d'accouchement assisté. Selon les jours, les experts changent d'avis, et vous regardez cette figurine en vous disant « Pourquoi pas les deux ?» Il faut dire que la langue égyptienne elle-même ne dispose pas de mots précis pour désigner une orientation sexuelle. Les comportements comptaient plus que les identités. Ce qu'on faisait, et avec qui, surtout selon son statut social, son genre et sa fonction rituelle. Une chose est sûre, la sexualité était jugée davantage sur sa place sociale que sur sa nature intime. Un papyrus comique mentionne un homme qui aima tant son voisin qu'il lui offrit sa jarre de vin et son lit pendant 3 jours. L'histoire finit mal. L'amant fuit avec la jarre. Pas très romantique, mais quand même révélateur d'une liberté d'évocation. Et vous réalisez que dans cette Égypte ancienne, l'amour entre personnes du même sexe n'était ni célébré ouvertement, ni violemment puni. Il flottait dans une zone grise, comme un encens dont l'odeur ne dérangeait que ceux qui s'approchèrent trop près. Vous vous promenez à la lumière des étoiles, au bord du fleuve. 2 jeunes garçons lavent leurs habits, rient doucement. Ils se jettent de l'eau, s'éclaboussent, puis s'arrêtent un instant. Leurs regards se croisent. Peut-être qu'il ne se passe rien. Peut-être que c'est tout. Ou peut-être que c'est justement dans ces silences partagés que les désirs s'éveillent, loin des fresques, loin des scribes. Et vous, emmitouflé, dans votre plaid, vous pensez à ces tombes où 2 hommes dorment pour l'éternité, côte à côte, leurs noms entremêlés. Et vous vous dites que, parfois, l'histoire n'a pas besoin de mots pour raconter l'amour. La barque avance doucement sur le Nil, à la faveur d'un courant paresseux. Vous êtes allongé, à l'arrière, un panier de papyrus sur les genoux, entouré de femmes qui rient et bavardent entre 2 brassées de linge à laver. Une d'elles vous montre une petite amulette en forme de scarabée et vous dit « mi-voix ». Ça éloigne les enfants, sauf quand je veux qu'il y en ait. Et vous vous rendez compte que ce soir, vous entrez dans l'un des aspects les plus étonnants et les plus concrets de la sexualité antique, la contraception, la fertilité et la vie intime du Nil. Oui, les Égyptiens avaient des techniques, et non, elles n'impliquaient pas d'application mobile ou de test d'ovulation. Mais vous allez voir, entre superstition, science balbutiante et créativité géniale, ils avaient quelques longueurs d'avance. Commençons par une recette qui ferait frémir un gynécologue moderne. Un mélange de miel, de natron et de bouse de crocodile à insérer directement dans le vagin pour empêcher la conception. C'est le papyrus Khaoun, vers -1850, qui nous livre ce remède. Efficace? Mais attendez, ce n'est que le début. D'autres médicaments contraceptifs incluaient des tampons faits de fibres de lin trempés dans des extraits de dattes fermentées et de gomme de myrrhe. Certains textes parlent aussi d'application vaginale de poudre de scarabée broyée. Oui, scarabée, broyée. Vous reposez votre tisane. Du côté des hommes, peu d'indications, si ce n'est l'usage, probablement rare, de coït interrompu, mentionné dans un conte où un homme retire sa force avant que la graine n'atteigne le canal de la vie élégant, et passablement approximatif. Mais au-delà de la contraception, les Égyptiens cherchaient aussi activement à augmenter leurs chances de concevoir. Une femme désireuse d'enfanter pouvait réciter une prière à Hapi, le dieu du Nil, ou boire une décoction de graines de fenouil au lever du soleil, nue, les pieds dans l'eau. Symbolisme oblige, le fleuve, source de toute fertilité, devait passer à travers elle. Un papyrus décrit un rituel où la femme devait manger le cœur d'un oiseau mâle en regardant son mari dans les yeux, pour s'assurer qu'il vienne vers elle comme un mâle en rut, dit le texte. Ambiance garantie. Et bien sûr, les tests de grossesse à l'égyptienne valent le détour.
Une femme urinait sur 2 petits tas de grains, l'un d'orge, l'autre de blé. Si les grains germaient, elle était enceinte. Et selon le type de graines, on pouvait même prédire le sexe du futur enfant. Certains chercheurs ont même testé cette méthode et trouvé un taux de réussite supérieur au hasard. Comme quoi, parfois, l'intuition antique devance l'appareil à ultrasons. Vous êtes maintenant dans la chambre d'une sage-femme. Les murs sont couverts d'herbiers, de symboles d'Hathor et d'amulettes contre les mauvais esprits. On y trouve un calendrier lunaire pour suivre les règles, des statuettes protectrices pour garder l'utérus en place et des recettes pour soulager les douleurs de la grossesse, souvent à base de lait de chienne, de bière légère ou de résine d'acacia. Et quand venait le moment d'accoucher, on faisait appel à la déesse Taouret, une créature mi-femme, mi-hippopotame, toujours debout, protectrice, mais franchement intimidante. L'accouchement se faisait accroupi sur des briques spécialement décorées pour canaliser les forces vitales. Et dans ce moment suspendu, toute la communauté retenait son souffle. Mais le sexe ne disparaissait pas après la naissance. Il fallait reprendre le contrôle de son corps. Certaines femmes utilisaient alors des ceintures de fertilité inversées où étaient cousus des nœuds, à défaire un par un chaque jour de repos. Une sorte de calendrier de la réconciliation conjugale, ou du temps qu'il faut pour arrêter d'en vouloir à son mari. Certains y voient de simples superstitions, d'autres des embryons de compréhension hormonale ou de gestion du cycle féminin. Mais une chose est claire, le corps féminin n'était pas passif. Il était scruté, accompagné, écouté. Et vous, là, couché, dans votre lit bien moderne, avec vos rappels de pilules et vos rendez-vous chez le gynéco, vous vous dites peut-être que ces femmes d'un autre temps, les mains pleines de bouse, d'huile et d'espoir, n'étaient-ce pas si éloignées de vos propres préoccupations? Tomber enceinte ou ne pas tomber enceinte, préparer son lit ou le fuir, savoir ce que l'on veut, et parfois ne pas savoir du tout. Mais dans tous les cas, le Nil veille. Vous êtes assis dans la pénombre, entouré de sarcophages à demi ouverts dans un entrepôt funéraire. L'encens a depuis longtemps été remplacé par la poussière. Une main experte déplie une bandelette, révélant un visage figé dans une sérénité de plâtre. Et là, vous vous demandez, le sexe a-t-il suivi les Égyptiens dans la mort? Spoiler, oh que oui. Même les momies ont leurs petits secrets, car la sexualité, dans l'Égypte ancienne, ne s'arrêtait pas au dernier souffle. Elle se poursuivait dans l'au-delà, sur des fresques, dans les rituels et parfois, dans des gestes très concrets de préparation du corps. Ce soir, vous entrez dans le royaume des tabous éternels. Certains égyptologues affirment que les embaumeurs attendèrent parfois plusieurs jours avant de commencer le processus de momification d'une femme récemment décédée, pour éviter les actes déplacés. Cette accusation est mentionnée dans un texte attribué à un historien grec, mais reste débattue. Mais il n'y avait pas que le macabre. Les préparateurs des corps suivaient un protocole très précis, et certains gestes suggèrent un respect troublant des attributs sexuels. Chez les hommes, le pénis était parfois momifié en érection artificielle. Chez certaines femmes, les bandes étaient disposées pour préserver la forme du bassin ou du sexe. Pas pour la beauté, pour la symbolique. Vous vous souvenez d'Osiris, le dieu démembré dont Isis reconstitua le corps? Eh bien, son pénis, le seul morceau qu'elle ne retrouva pas, devint un symbole central du renouveau et de la fertilité. C'est pourquoi dans les rituels funéraires masculins, une importance particulière était donnée aux membres, parfois remplacée par une prothèse en bois ou en or. Oui, littéralement un phallus funéraire. Vous avez bien lu. Et ce n'est pas tout. Des textes funéraires mentionnent que, dans l'au-delà, les défunts reprenaient une vie normale. Ils mangeaient, buvaient, cultivaient et faisaient l'amour. Un passage du livre des morts évoque la joie des chants d'Ialou, où l'on connaît à nouveau l'étreinte douce et le plaisir du ventre. Le paradis, version Égypte, c'est un champ d'orge infini et un lit propre. Mais pour profiter de cette éternelle lune de miel, encore fallait-il être préparé correctement.
Certaines femmes étaient enterrées avec des amulettes de fertilité, d'autres avec des statuettes d'Hathor ou de Taouret placées près du bas-ventre. Les hommes, eux, recevaient parfois des figurines de femmes nues, couchées sur le ventre, les bras levés. Était-ce un symbole de pouvoir viril, de protection contre l'impuissance éternelle? Les avis divergent. Dans une tombe d'un haut dignitaire, les archéologues ont retrouvé une série de papyrus décrivant en détail des rêves érotiques que le défunt souhaitait revivre à jamais. Chaque rêve est daté, dessiné et parfois annoté. Il s'agit peut-être de l'un des premiers journaux intimes à contenu NSFW, version papyrus, bien sûr. Mais il y avait aussi des rituels protecteurs. Dans certains cas, les prêtres pratiquaient ce qu'on appelle la coupure de désir, un rite symbolique destiné à fermer le corps du défunt pour éviter qu'il ne soit tenté par les vivants ou par les démons de l'au-delà. Car oui, dans certaines croyances, les esprits trop lubriques pouvaient revenir hanter les maisons pour retrouver un contact charnel. Les mauvais amants n'avaient pas de repos. Et vous, là, emmitouflé dans votre couverture moderne, vous vous demandez si tous ces soins, ces rites, ces parfums, ces bandelettes, n'étaient pas aussi des gestes d'amour. Une dernière caresse pour le corps, une dernière reconnaissance de sa puissance, de son mystère, de sa beauté, car pour les Égyptiens, le corps ne se corrompait pas, il se transformait. Et le désir était l'un de ces moteurs invisibles du voyage post-mortem, un feu discret que même la mort ne pouvait vraiment éteindre. Et si, un jour, quelqu'un vous glisse dans votre cercueil une petite fiole de parfum, une lettre secrète ou une statuette discrète, vous saurez pourquoi. Vous êtes dans une maison modeste, près du quartier des artisans de Deir el-Médineh. La nuit est tombée. Une lampe à huile vacille doucement. Une femme verse un peu de vin de grenade dans une coupe ébréchée. Un homme rit en s'asseyant sur un coussin tissé, et une chanson commence, mi-chuchotée, mi-grotesque. Oh, mon amour, entre ta barbe et ton ventre, je trouve toujours un peu de figue, et vous réalisez que ce soir, on laisse tomber les dieux et les papyrus. Ce soir, vous entrez dans la chambre, intime, drôle, tactile, de la vie quotidienne. Car aussi fascinants que soient les mythes, les rituels et les mastabas grandioses, la plupart des Égyptiens faisaient l'amour dans des maisons en torchis, sur des matelas de paille, entre 2 corvées de lessive et 3 pots de bière mal fermés. Et cette sexualité-là, on la devine dans les objets, les blagues, les chansons et les habitudes de tous les jours. Prenez les jeux amoureux. Non, pas les ébats mythiques dans des barques d'or, mais les vrais jeux, ceux qu'on se murmure à l'ombre des murs, les gages farfelus entre jeunes gens, les échanges de jetons parfumés. Une lettre retrouvée à Éléphantine raconte comment un jeune homme offre une amulette en forme de poisson à une fille du marché, pour qu'elle morde, à mon hameçon, sans résistance. C'est à la fois mignon, maladroit et franchement suggestif. Vous êtes maintenant dans une cour intérieure. Des coussins sont disposés au sol, un oud grince doucement. On raconte des histoires à double sens. Le scribe local connaît des contes dans lesquels des grenades deviennent des seins, des cruches se renversent comme des jupes et les chats miaulent pour entrer dans la maison quand ils veulent autre chose que du poisson. Et les chansons? Ah, les chansons populaires regorgent d'allusions coquines. Vous en entendez une, chantée par une servante pendant qu'elle pile des graines. Il est venu réparer ma porte, mais a coincé son outil dans ma serrure. Vous toussez. On vous dit que c'est une vieille chanson de grand-mère. Charmant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que pour rire. Ces moments chantés, murmurés, rient aussi de la gêne, de la maladresse. Car le plaisir quotidien était aussi maladroit que le vôtre. Un papyrus raconte un mari qui se plaint auprès d'un prêtre. Ma femme rit trop fort quand je la touche. Je ne sais plus si c'est de l'envie ou du sarcasme. Le prêtre lui conseille d'apporter du miel, littéralement, à déguster sur le ventre.
Voilà une réponse sacerdotale qu'on n'apprend pas au catéchisme. Et puis, il y a les gestes. Les petits, les presque rien. Une main posée sur l'épaule. Un morceau de pain rompu en deux. Un onguent partagé parce que l'huile reste mieux sur ta peau que sur la mienne. L'amour, dans la vie ordinaire, n'était pas une épopée. C'était une suite de petits rituels tendres, de routines inventées à deux. Dans une maison de village, on a retrouvé, gravé sur le mur près du lit, le dessin très sommaire d'un homme et d'une femme, dans une position, disons, non académique. En dessous, une inscription. Avec elle, le monde recommence. Vous souriez. Vous vous dites que cet Égyptien-là avait compris quelque chose. Et les objets? Des jeux de société, comme le sonnet, étaient parfois utilisés dans des rituels amoureux. Gagner contre l'autre permettait de demander un gage, généralement un baiser, une danse ou une caresse. Le jeu comme prétexte, une tradition universelle, intemporelle. Une femme se parfumait pour aller au marché, non pas pour séduire, mais parce qu'elle aimait sentir la cannelle pendant qu'elle hurlait sur les prix du pain. Et parfois, ça suffisait à créer une histoire. Vous êtes maintenant dans une chambre. Rien d'extraordinaire. Un matelas, une niche pour poser la lampe, quelques paniers. Mais vous remarquez un détail. Sur le mur, un petit faucon peint maladroitement. Un symbole de protection? Peut-être. Ou peut-être juste le souvenir d'un amant qui disait que « tes yeux voient mieux que Horus lui-même ». Qui sait? Et vous, dans votre chambre moderne, avec vos oreillers ergonomiques et vos playlists ASMR, vous vous demandez si vous avez assez ri aujourd'hui, si vous avez dit ce qu'il fallait ou si vous avez laissé passer un moment. Car au fond, la sensualité la plus forte est souvent la plus tranquille, pas celle des temples, celle des maisons. Vous ouvrez les yeux une dernière fois ce soir, sous la lueur tamisée d'une lampe à huile imaginaire. Autour de vous, des siècles d'histoire vous enveloppent comme un lin léger. Vous avez traversé les temples, les champs d'orge, les chambres parfumées, les tombeaux et les marchés. Et maintenant, vous vous posez la question qui flotte au fond de toutes les autres. Si un Égyptien de l'Antiquité vous observait, là, dans votre monde moderne, que penserait-il de votre rapport au sexe? C'est un exercice étrange, non? Inversez la loupe. Ce n'est plus vous qui interprétez leurs papyrus. C'est eux qui vous lisent, et peut-être qu'ils hausseraient un sourcil bien maquillé. Vous vous imaginez, avec vos applications de rencontres, vos dates planifiées à l'avance, vos stories coquines sur réseaux sociaux et vos angoisses d'engagement présentées devant un scribe du Nouvel Empire. Il vous regarderait, sans doute, avec une certaine perplexité. Tu veux trouver l'amour? Et tu cherches ça dans un miroir noir qui tient dans ta main? Il gratterait son calame, pensif. Mais tu dors seul, volontairement? Et pourtant, malgré les différences, il y aurait des résonances. Vous lui parlez de parfums qui vous rappellent des corps. Il sourit, il comprend. Vous lui expliquez les chansons qui vous serrent le ventre. Il vous en chante une ancienne. Vous lui montrez un message effacé trop tard. Il vous raconte comment il a gravé un nom sur un vase, avant de le casser exprès. Vous êtes plus proche que vous ne le pensiez. Car au fond, les Égyptiens n'étaient ni prudes ni frénétiques. Ils étaient sensuels, ritualisés, curieux. Et surtout, ils avaient compris que le sexe, c'est du langage. Un alphabet de gestes, d'odeurs, de silences, parfois sacrés, parfois drôles, parfois tristes, comme aujourd'hui. Ils vous diraient peut-être, ce n'est pas que tu es trop obsédé par le sexe, c'est que tu l'as trop coupé du reste, et vous réfléchiriez à ça. Dans leur maison, le plaisir était un continuum entre un bain tiède, une prière, une danse, un fruit mordu, une nuit partagée. Il n'y avait pas cette séparation brutale entre le corps et l'esprit. Le corps était un temple, mais aussi un marché, et une plaine fertile. Parfois tout à la fois, et même les tabous les plus lourds, la jalousie, le viol, la domination, la solitude, étaient présents, mais enveloppés dans des mythes, canalisés par des rituels,
portés par des histoires. Une anecdote pour finir. Un homme, dans un poème, écrit ceci à son amante. « Je ne te demande pas de rester, mais que ton parfum dure un peu plus longtemps sur mon oreiller. » C'est simple. C'est doux. C'est universel. Et vous, là, allongé dans l'obscurité moderne de votre chambre, entre deux battements de cœur, vous vous dites que l'Égypte ancienne ne vous semble plus si lointaine, qu'au fond, sous les étoiles du désert ou dans un studio en ville, les mêmes soupirs, les mêmes doutes, les mêmes désirs traversent les millénaires. Alors vous soufflez une dernière fois. Laissez les dieux dormir. Laissez le Nil couler doucement sous vos paupières et laissez votre esprit errer dans un monde où l'amour, le sexe et la mort n'étaient pas des contraires, mais des notes différentes dans une même chanson. Le silence est presque complet maintenant. Tout ce qui restait à dire a été dit, doucement, entre les soupirs des pages et les ombres des statues oubliées. Vous avez voyagé loin, très loin, mais peut-être que ce que vous cherchiez n'était pas tant dans les fresques ou les papyrus que dans cette manière si ancienne de regarder le monde, lentement, sensuellement, sans hâte. En Égypte, on ne séparait pas le sacré du quotidien. On ne précipitait pas le plaisir, on l'apprivoisait, on l'observait, comme une brise sur le Nil, comme un soupir qui dure un peu plus longtemps que prévu, et maintenant, vous aussi, vous êtes là, entre deux époques, entre deux battements de cœur. Vous n'avez rien à prouver, rien à comprendre, juste à sentir. Laissez les parfums anciens se dissiper lentement. Laissez les mots flotter encore un peu autour de vous. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un savoir, c'est une berceuse, une caresse, une dernière pensée avant le sommeil. Fermez les yeux, respirez doucement. Le Nil est calme ce soir.